Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes avec l'honorable député Thierno Bokoum. Bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui en tant qu'invité du jour de la rédaction GFM. C'est le 3 juillet, gfm.sn. L'actualité, c'est d'abord pourquoi, à chaque fois que Idrissa Seck fait une sortie, c'est toute la mouvance présidentielle qui réagit, selon vous? Oui, d'abord, je vous remercie de cette invitation. Je pense que vous l'avez dit, vous l'avez remarqué, tout le monde l'a remarqué. Bien entendu, au sein de l'APR, on a l'impression qu'ils mettent plus l'accent sur le verbe que sur le travail. Ils oublient qu'ils ne sont plus dans l'opposition. Les Sénégalais ont fait confiance au président Macky Sall, qui a cette responsabilité de répondre aux préoccupations des Sénégalais. Maintenant, on ne peut pas, par le verbe, cacher la réalité du terrain qui fait que les Sénégalais de plus en plus sont déçus. Sont déçus de la manière dont la politique de l'emploi est menée, sont déçus de la manière dont la politique économique est menée, sont déçus du fait tout simplement que les promesses qui ont été justement promises par le président de la République n'ont pas été respectées. Et de ce point de vue, nous, notre rôle en tant que parti de l'opposition, c'est d'alerter, c'est de mettre le doigt là où on doit faire avancer les choses. S'ils sont incapables de faire avancer les choses, ce n'est pas de notre faute. Maintenant, il y a eu des réponses contre Idrissa, qui parfois même ça va de l'insolence à des injures, etc. Cela n'a aucune forme d'importance. Parce que c'est le plus facile. Ce qui est plus facile, si vous allez dans une maison, la personne, quand vous entendez une insulte, vous vous dites, est-ce que c'est un enfant? Parce que c'est le réflexe le plus facile, c'est d'injurier. Mais ce qui est plus difficile, c'est d'avoir des idées constructives. Et malheureusement, c'est ce que nous n'avons pas en face. Pour les réponses, nous aurions souhaité que sur le terrain, qu'ils nous montrent qu'ils sont en train de travailler. Ce n'est pas le cas. Est-ce que Macky qui a demandé à ses camarades de ne plus répondre à ces attaques et de passer par l'acte, est-ce que ça veut dire qu'ils étaient toujours dans le verbe pour répondre aux préoccupations des Sénégalais? Oui, écoutez, vous l'avez tous vu, ils sont toujours dans le verbe. Le Premier ministre elle-même, on l'a entendu lors de la venue de Wade faire le tour des radios et dire qu'il y a un temps pour travailler. C'est ça son travail? Vous vous rendez compte, elle fait le tour des radios pour répondre à Abdoulaye Wade. C'est quelque chose de dommage. Et je pense que sur toutes les questions, pratiquement, nous sommes face à des formules creuses. Nous l'avons vu, gouvernance vertueuse, le président de la République, sa première signature, avant même d'installer le gouvernement, ça a été une signature pour ses fonds politiques de 8 milliards. De 8 milliards pour ses fonds politiques. Et 4 mois après, le 19 juillet, il augmente 2 milliards 600 millions. Ça veut dire qu'il a consommé 10 milliards 600 millions en fonds politiques en 8 mois, contre 8 milliards pour son prédécesseur. Voilà pourquoi on nous parle de gouvernance vertueuse. Il a diminué les charges de l'État. Est-ce qu'il a diminué ses fonds politiques? Son premier chantier a été la réfection de son domicile. C'est son premier chantier. Donc vous vous rendez compte que nous sommes dans des formules creuses. Gouvernance vertueuse, gouvernance sobre, etc. Ça ne veut rien dire. On l'a vu avec le plan Sénégal émergent également, il y a eu énormément de promesses, ils se sont présentés comme si tout est acquis, ce qui est loin d'être acquis. On l'a vu également avec tout simplement les entreprises sénégalaises qui de plus en plus sont laissées en rade. On invite, sous prétexte qu'on est dans le partenariat public-privé, des entreprises étrangères, on leur donne les ressources de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines ressources, si vous les donnez à des entreprises, ils ont la possibilité d'aller dans des banques, faire des prêts, investir en tant qu'entreprise sénégalaise, recruter des Sénégalais. Mais ils ne sont même pas dans ça. Ils ne créent pas un environnement économique propice à l'émergence de l'entreprise. Ils ne créent pas un environnement économique qui puisse permettre aux entreprises de recruter et de résorber le problème du chômage. Ils ne créent rien du tout, ils sont dans la propagande. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous êtes face à un gouvernement comme ça, mais vous, ce qui vous incombe en tant qu'opposition, c'est d'en parler, c'est d'éveiller les Sénégalais, de leur dire attention, il y a un problème, parce que nous nous sommes battus pour qu'il y ait l'alternance. Le 23 juin, ça a été autorisé par Abdoulaye Wade. Quoi qu'on puisse dire, le 23 juin. Alors que le gouvernement là se donne la liberté de refuser à l'ancien président que ses militants le reçoivent. Voilà ce qui se passe, c'est des dérives.
Vous pensez que les gens ont donné leur vie pour un combat noble, ont été dans les prisons, se sont battus pour nous retrouver à ça? Vous pensez que nous devons fermer les yeux? Non. C'est pourquoi Idrissa Seck et le parti Rewmi continueront à parler des problèmes des Sénégalais. Maintenant, si la réponse est une réponse positive, c'est-à-dire qu'on nous montre sur le terrain qu'il y a des actions qui sont menées, nous applaudissons. Si la réponse ne se limite qu'à des injures, nous leur laissons leurs injures. Nous n'allons pas répondre sur ça. Non, ça ne fait pas partie de notre ADN de répondre à des injures ou d'injurier. Ça ne se fait pas, on ne le fait pas, on n'a pas l'habitude. Donc ils n'ont qu'à être dans ça s'ils le veulent, mais qu'ils sachent qu'ils ont une grande responsabilité, c'est de satisfaire aux préoccupations des Sénégalais. Et les Sénégalais, à travers le fruit de leur travail, leur donnent des impôts, parce qu'on a l'habitude de dire, on a fait une salle de classe ici, on a fait un truc, cela. Il faut qu'on arrête. Un gouvernement ne peut pas toute une année ne rien faire parce qu'il y a de l'argent dans les caisses qui sont le fruit de travail des Sénégalais. Ce qu'on leur demande, c'est de créer des conditions qui puissent permettre une émergence. Ce n'est pas d'être dans de la maintenance. Ça, tout le monde peut le faire. Si moi, je vous donne une caisse où il y a de l'argent, le minimum, c'est qu'au moins que tu puisses dépenser. C'est facile de dépenser, mais comment renflouer cette caisse? Comment faire en sorte qu'à chaque fois qu'on dépense, que ce soit un bon investissement, que les Sénégalais qui veulent créer des industries, créer des entreprises, puissent avoir l'opportunité de créer des entreprises, de voir les entreprises s'agrandir, mais qui ne soient pas sous le coup de la pression fiscale, qui ne soient pas sous le coup de la morosité économique. Voilà ce qu'on demande, on ne demande pas autre chose. Et en face, nous n'avons que de la propagande. Nous avons fait ça. Même ce qui n'est pas encore là, ils le prévoient. Ils nous mettent des maquettes à n'en plus finir pour nous dire voilà le Sénégal de demain. C'est un problème. Honorable, le samedi dernier, ils ont posé ou ils ont procédé au lancement officiel du pôle urbain de Diamniadio avec la création de 40 000 logements. Il y aura aussi des emplois qui seront créés directement. Est-ce que ça, c'est pas un acquis? Mais le lancement n'est pas un acquis. L'acquis, c'est d'avoir effectivement un pôle qui répond aux normes. Aux normes. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas seulement, sous prétexte qu'il faut désengorger la capitale, de créer des habitats en dehors de la capitale et penser que les populations vont venir. Attention, il y a un environnement qui doit être propice à l'habitation. C'est-à-dire, quand quelqu'un se trouve quelque part, c'est pour qu'il y ait la possibilité de mettre son enfant à l'école, donc qu'il y ait des écoles, qu'il puisse avoir la possibilité d'avoir une santé, de pouvoir se soigner, qu'il y ait des hôpitaux, qu'il y ait la possibilité d'avoir une banque qui est à côté, etc. C'est des villes qu'il faut créer. Il ne faut pas créer des habitats seulement, ça ne résout rien du tout. Parce que les gens ne vont pas être là-bas éternellement, ils vont rejoindre la capitale ou ils vont refuser de sortir de la capitale. L'objectif, ce n'est pas seulement d'avoir une maison. L'objectif, c'est d'être dans un environnement où on peut vivre, où on peut être fixé. Vous savez, quand vous allez dans les autres régions, chacun a envie de rester dans son terroir. Vous êtes de Louga, vous êtes de Diourbel, vous êtes de Tamba. Vous avez envie de rester à Tamba, à Louga, à Diourbel. Qu'est-ce qui vous amène à Dakar? Parce qu'il y a une concentration de l'activité économique, parce que les hôpitaux, c'est à Dakar, parce que l'essentiel de nos bonnes structures sont à Dakar. Maintenant, c'est ça qu'il faut transposer un peu partout. C'est ça qu'il faut sortir de Dakar. Et ils en ont un peu parlé par rapport à Diamniadio, mais on verra ce qui va se passer. C'est pourquoi je vous dis, il ne s'agit pas de faire le lancement. L'autre aspect, c'est qu'on a vu qu'ils ont signé un partenariat avec des privés marocains, etc., pour des habitats sociaux. Alors qu'il y a des sociétés qui sont là. SNHLM, SICAP, qu'est-ce qu'ils en font? Vous savez, c'est très simple. Quand on vous donne des terrains nus, vous avez la possibilité, à travers ces terrains nus, d'aller voir une banque qui peut vous donner de l'argent. Ils pouvaient créer des systèmes qui puissent permettre à ces sociétés-là de rebondir. C'était l'occasion de leur donner du foncier, de leur permettre de construire des logements sociaux, de leur faciliter certains emprunts bancaires pour que ces sociétés-là, qui sont des sociétés sénégalaises à 90% d'actions de l'État, que ces sociétés-là puissent revivre, recruter d'autres Sénégalais. C'est ça. Pourquoi il n'y a pas cette politique qui va dans le sens de privilégier les Sénégalais?
de privilégier l'entreprise sénégalaise. On a l'impression qu'on veut faire table rase de l'entreprise sénégalaise. On veut importer de l'expertise, on veut exporter de l'expérience. C'est comme si les Sénégalais ne savaient rien faire. Si on parle d'habitat, on appelle l'étranger. Si on parle de route, on appelle l'étranger. Si on parle même de maintenance, on appelle l'étranger. Pourquoi? C'est inadmissible. On doit faire confiance à l'entreprise sénégalaise. On doit faire cette confiance aux Sénégalais. Parce que nous n'avons d'ailleurs que ça. Et c'est pourquoi c'est contradictoire que l'État sénégalais néglige l'université. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de diamants, nous n'avons que les ressources humaines. Nous avons besoin d'avoir des esprits performants qui sortent des universités. Il faut les mettre dans de bonnes conditions, il faut leur donner des bourses, il faut les encadrer. Le taux d'alphabétisation des gens, le taux de personnes qui accèdent à l'université n'est pas un grand taux comparé à d'autres pays. L'État doit faire des efforts pour les encadrer. Ce sont ces gens-là qui vont sortir demain, créer des entreprises, créer de la plus-value. Donc vous condamnez ce qui se passe à l'université? Mais complètement, c'est inadmissible ce qui se passe à l'université. Vous vous rendez compte, le président Macky Sall est en train de détruire un système qui l'a permis d'être président de la République. Macky Sall a été à l'université. Ses parents n'avaient pas de moyens. Et c'est tout en son honneur. Parce que c'est une fierté de voir quelqu'un dont les parents n'avaient pas le moyen d'accéder à la magistrature suprême. Mais c'est parce qu'il a eu des facilités. Si aujourd'hui il détruit ce système-là, les gens qui n'ont pas de moyens, vous vous rendez compte, 810 étudiants qui ont été orientés, qui n'ont pas la possibilité de s'inscrire. Vous vous rendez compte? Parce que les autres inscriptions ont été augmentées de 25 000, 50 000 jusqu'à 75 000. Eux-mêmes, ils se sont rendus compte qu'il y a un problème de pauvreté dans ce pays en mettant en place des bourses sociales. Un Sénégalais sur deux est en dessous du seuil de pauvreté. Et vous voulez que ceux qui sortent des écoles avec des diplômes ne soient que des familles de riches ou des familles qui ont quelque chose. Et tous ces pauvres-là, on dit un Sénégalais sur deux sont au-dessous du seuil de pauvreté. Voilà le problème. Voilà le problème. C'est pourquoi je pense qu'il faut traiter cette affaire-là d'une manière sérieuse. Il ne s'agit pas, quand on dit qu'il y a des problèmes, que pour toute réponse, qu'il y ait des injures. Idrissa est comme ça, Idrissa est comme ça. Ça, vraiment, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Ce qu'on leur dit, c'est de se concentrer sur les besoins des populations. Et nous leur dirons avec la force qu'il faut. Parce qu'il n'est pas question qu'on laisse ces populations-là dans le désarroi. Il n'est pas question qu'on laisse ces populations-là sans emploi. Vous êtes partis dans les rues de Dakar. Vous êtes partis dans les quartiers populaires de Dakar. Les jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui sont là, qui sont dans la drogue, qui sont un peu partout. Vous voulez sacrifier ces générations-là. Parce que tout simplement, des hommes politiques ont décidé de faire de la politique politicienne. Faire croire aux gens que les choses marchent alors que rien ne marche. Et on veut que personne ne dise quoi que ce soit. Ils se leurrent. Ils se leurrent complètement parce que nous jouerons notre rôle d'opposant, quel que soit ce que cela puisse nous coûter. Revenons à votre sujet. Quand vous parlez des entreprises étrangères, il y a le problème de l'éco-trans qui était là, qui supposait que les accords signés entre l'État du Sénégal ne répondent pas, ne sont pas du tout favorables aux Sénégalais. Est-ce que c'est vraiment, n'est pas une honte pour ce qui... Non, écoutez, l'affaire Necotrans est également... Non, on a même l'impression qu'il y a du sabotage dans ce pays. Vraiment. Vous vous rendez compte des entreprises sénégalaises qui ont été au port pendant des années, qui ont investi, qui ont développé leurs activités, qui à travers leur politique ont attiré, disons, des industriels qui font passer leurs produits à Dakar. Parce que le Mali, c'est à 950 km à peu près de la Côte d'Ivoire. Dakar, c'est à 1000 et quelques kilomètres. C'est-à-dire qu'entre les deux ports, c'est Côte d'Ivoire qui est beaucoup plus favorable. Il y a eu des entreprises qui ont travaillé pour qu'on fasse passer des mineurs de fer à Dakar. Des mineurs de fer au port de Dakar. Et aujourd'hui, on prend toutes ces activités-là, on les confie à une entreprise française qui n'a même pas prouvé son expertise sur tout ça. C'est parce que tout simplement, ce qu'on peut remarquer, c'est une entreprise française, point barre. On lui donne 91 000 mètres carrés au môle 8
par un marché de gré à gré, sans appel d'offres. On lui fait une concession domaniale, on lui fait une concession des activités. C'est-à-dire vous avez le terrain, et puis ce n'est pas un terrain nu. Il y a déjà de l'investissement. Je vous donne l'exemple d'une entreprise, SSPT, Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès, qui a investi en 2009 3,4 milliards pour rendre performant son matériel et faire en sorte de pouvoir faire convenablement son travail. Aujourd'hui, ces installations-là, on leur demande tout simplement de les enlever et de tout vendre à la ferraille parce qu'il y a Necotrans qui va s'installer. Necotrans qui, pour l'instant, n'a donné que 2 milliards pour un ticket d'entrée. Vous vous rendez compte? Et tous les produits pondérés, c'est-à-dire le phosphate, les clinkers qui sont utilisés par les cimenteries, les minerais de charbon, et tout ça, on les donne à Necotrans. On demande à tous ces gens-là de passer par Necotrans. Et nous sommes partis visiter les industries comme Cephos, comme SSPT, etc. Nous nous rendons compte qu'il y aura des incidents sur les populations parce que la tête de l'industrie est au port, mais tout le corps est au niveau de Pout, au niveau de Chérif Lo, etc. Et ce sont des populations qui sont recrutées là-bas, qui vont perdre leur emploi. Ce sont des populations qui vivent de ça, qui bénéficient de la responsabilité sociétale des entreprises RSE, qui donnent l'obligation à ces entreprises-là de construire des écoles, de construire des cases de santé, etc. Ils ne vont plus bénéficier de tout ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le tonnage est à 1500 et Necotrans risque de faire ça à 4500 francs le tonnage. Ça veut dire la marge bénéficiaire qu'ils avaient, ils risquent de ne plus avoir cette marge bénéficiaire-là. Il y a des mines qui risquent de fermer boutique. Tout ça pourquoi? Pour une entreprise qui ne fait qu'un prêt. L'entreprise va faire un prêt bancaire au niveau de la banque ouest-africaine. Si on avait donné ça à une entreprise sénégalaise ou l'ensemble des entreprises sénégalaises pour qu'elles s'organisent, ils allaient avoir la possibilité d'avoir un prêt bancaire et de faire exactement ce que Necotrans fait. Voilà ce qui se passe dans ce pays-là. Et quand vous parlez, on vous dit non, vous ne devez pas, vous êtes dans l'opposition, vous êtes ceci, vous êtes cela. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Aujourd'hui, la majorité de ceux qui tenaient ce discours-là sont aux côtés de Macky Sall. Ils refusent de s'exprimer. Au contraire, ils défendent ce qui se passe. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Nous ne pouvons pas continuer à accepter cela. C'est pourquoi nous n'allons jamais nous taire sur ces questions-là. Il y va de la survie du peuple sénégalais. Il y va des intérêts du peuple sénégalais. Et nous ne serons pas une personne, quelle qu'il soit, de négliger les intérêts des populations sénégalaises. Est-ce que vous avez un cachet particulier? Est-ce qu'il y a une préparation autre que celle que vous faisiez avant? Oui, vous savez, ces élections sont des élections plus ou moins particulières. Nous nous sommes organisés un peu partout. En tout cas, au sein de Réumi, nous avons installé plus ou moins, vendu des cartes dans les 602 collectivités, pratiquement collectivités locales. Et nous sommes partants dans toutes ces collectivités-là, soit parfois seuls, mais le plus souvent en coalition. Donc de ce point de vue, nous n'avons aucun problème. Nous pensons que cela va très bien se passer, d'autant plus que les populations sont découragées. Je pense qu'il est plus que nécessaire de se regrouper pour faire face à l'APR. On ne peut pas confier à l'APR le pouvoir exécutif, et on a vu la carence qu'il y a dans ça. Confier plus ou moins avec la majorité mécanique à l'Assemblée nationale le pouvoir législatif, et on voit les carences qu'il y a, et aujourd'hui vouloir leur confier le pouvoir local. Je pense que ça, c'est inacceptable. Et de ce point de vue, nous pensons que les populations ont compris et qu'il est important que ces élections locales soient un signal fort pour le régime, pour qu'il se réveille enfin. Vous savez, Ali Badara Cissé a dit au président, réveillez-vous quand vous voudrez, mais réveillez-vous quand même. Mais il ne se réveille pas encore. Et quelles sont les ambitions politiques de M. Thierno Bocoum? Mon ambition politique, c'est de demeurer vertueux. C'est une posture
pour moi, qui doit être unique. C'est la seule posture. Maintenant, tout ce que les échelons que je peux gravir dans cette posture ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de rester vertueux, c'est de défendre des principes et des valeurs, c'est de tout faire pour rester moi-même, quelles que soient les circonstances. Il y a Idi qui vous a demandé, supplié surtout de rester toujours dans... Non, non, Idrissa ne m'a jamais supplié de rester dans Rewmi. C'était plus ou moins une blague. Il m'a juste dit, en tout cas, yo mon frère bloqué ne weki. Bon, mais c'était une blague. C'était juste une blague. Ça n'a rien à voir. De toute façon, il sait que Ken du weki, donc. Oui, vous savez, il ne s'agit même pas d'être fidèle à Idrissa ou à Massamba ou à Mademba, c'est d'être fidèle avec ses valeurs et ses principes. C'est tout, ça ne bouge pas. Tu es avec un homme avec qui tu te bats tous les jours. Vous vous battez pour des valeurs, vous vous battez pour des principes. Quelle est la raison qui doit te pousser? Parce qu'il y a des sinécures, parce qu'il y a de l'argent de l'autre côté. Ça n'a aucun sens, l'argent. Ça n'a aucun sens. Vous savez, je pense qu'on peut être au pouvoir quand on est quitte avec sa conscience, qu'on peut être au pouvoir quand on respecte les principes et les valeurs que l'on défend. C'est ça être au pouvoir. Ce n'est pas être un béni oui-oui. Même si on a la voiture, on a le salaire, on est truc, on n'est pas au pouvoir. On est un béni oui-oui. C'est tout. On n'est pas libre. Et nous sommes jaloux de notre liberté et nous sommes libres aujourd'hui de donner notre point de vue à tout moment. Nous sommes responsables de nos actes et nous serons véridiques en toute occasion. Merci, M. Thiarno beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie.